Ça a été le jour le plus spécial de ma vie. Quand je suis monté sur le podium, M. Mandela m'a remis la coupe et il m'a serré la main. Et il m'a dit « François, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour le rugby sud-africain. » Et je n'arrivais pas à croire qu'il me dise ça à moi. Et je lui ai répondu « Non, M. Mandela, merci pour ce que vous avez fait pour le rugby sud-africain. » Ce 24 juin 1995, à l'Ellis Park Stadium de Johannesburg, l'Afrique du Sud remporte sa toute première Coupe du Monde. Ce pays était uni pour la première fois. Toutes les races, toutes les religions, tout le monde était dans la rue, dansait et fêtait la victoire. Cette journée a changé beaucoup de vies, y compris la mienne. Une équipe, une nation. Cette histoire, Clint Eastwood décide de la retracer en 2009 dans un film, Invictus. Derrière ce scénario qui a séduit Hollywood, il y a une part d'ombre, la mort, la maladie et le spectre du dopage. Quelques mois après sa mort, Nelson Mandela veille toujours sur son peuple. Que doit penser Madiba du destin de ceux qui ont œuvré avec lui à la nation arc-en-ciel, les Springboks des années 90? Nous nous rendons tout d'abord à une vingtaine de kilomètres au nord de Johannesburg. C'est ici que vit la star de cette génération dorée, Jos van der Verstuysen. Aujourd'hui, il a 43 ans. Jost, première question et la plus importante, comment allez-vous? Jos van der Verstuysen, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Un demi-mêlée surdoué, puissant et provocateur. En 89 sélections, il inscrit 38 essais avec les Boks. À son palmarès, 2 Currie Cup, une Tri-Nation et cette fameuse Coupe du Monde de 95. Jost, quand vous regardez tous ces souvenirs, qu'est-ce que vous ressentez? En avril 2011, il apprend qu'il est atteint de la sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Une maladie neurologique incurable qui s'attaque aux fonctions du langage, aux muscles respiratoires et à la moelle épinière. I saw something was wrong. I didn't know what it was. Vous ne marchez plus, vous avez du mal à parler. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? I can't play with my kids anymore. They are adults and I can't hold them. It is difficult, but it's hard. I'm very happy. Le Cap, au sud du pays. Direction le nord de la ville et ses interminables townships. Nous arrivons devant cette maison modeste où vit Tynus Linné. Comme Jos van der Verstuysen, il souffre de la sclérose latérale amyotrophique. Lui aussi a porté le maillot des Springboks dans les années 90 sans jouer la Coupe du Monde dans son pays. À 44 ans, il ne parle plus. C'est Diana, sa femme, qui répond à sa place. Non, je ne pense pas que ce soit une malédiction. Mais si vous voulez mon avis, je pense que ça a un rapport avec le rugby. Deux joueurs de la même génération atteints d'une maladie qui touche normalement 4 à 8 personnes sur 100 000. Peut-il s'agir d'une coïncidence? Les spécialistes privilégient 3 hypothèses. Les chocs violents, les pesticides sur les pelouses ou le dopage. The origin, no one knows.
Est-ce que vous pensez que ça peut être lié au dopage? Non, il dit que non. Il pense que non, parce que, enfin, non. Durban, 17 juin 95. Demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Afrique du Sud et la France. Sous une pluie diluvienne, le troisième lignel, Ruben Kruger, inscrit le seul essai de la rencontre et envoie les Springboks en finale. Le 27 janvier 2010, il décède d'une tumeur au cerveau, à seulement 39 ans. 15 ans après la Coupe du Monde, les héros de la nation arc-en-ciel pleurent l'un des leurs. André Venter était l'ami de Ruben Kruger. Il l'a rejoint chez les Boks après la Coupe du Monde. Les deux hommes sont toujours considérés comme les meilleurs troisième lignes sud-africains de tous les temps. Aujourd'hui, il habite à Bloemfontein, en plein cœur du pays. Des Springboks, ces gazelles qu'il a portées sur la poitrine pendant 5 ans. André Venter souffre d'une maladie différente de celle de Van der Verstuysen et Linné. Depuis 2006, il est atteint de myélite transverse, une inflammation de la moelle épinière qui touche une personne sur 1 million. C'était un dimanche après-midi. J'étais dans le jardin en train de jouer avec mon fils. On tapait dans la balle. Et j'ai senti mes jambes devenir lourdes. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé. Il n'y a pas de raison particulière. Il n'y a pas de réponse à cette question. Et je dois dire que j'ai arrêté de me demander pourquoi cela m'était arrivé, parce qu'aucune réponse ne pourra me satisfaire. Vous voyez le maillot vert tout là-haut, où il y a écrit Charles? Celui-là, c'était contre la France. Quant au lien entre sa maladie et un éventuel dopage, Venter préfère s'en amuser. On ne m'a jamais proposé de produits interdits de ma vie. Je ne fume même pas. Les seuls trucs que je prenais à mon époque, c'était des œufs, du lait, de la viande. Et si vraiment, des fois, vous vouliez prendre quelque chose de méchant, c'était une bière locale. La réalité est un peu plus complexe. Pour mieux la comprendre, il faut revenir 1 an avant la Coupe du Monde, en 1994. 4 ans après sa libération, Nelson Mandela devient le premier président noir de l'Afrique du Sud. Il comprend très vite que le rugby peut l'aider dans sa quête de réconciliation nationale. Je pense que les Springboks ont partagé le rêve de Nelson Mandela de gagner la Coupe du Monde. Pas seulement pour eux-mêmes, mais pour le bien de la nation. C'était son rêve et ils l'ont partagé. Porter le rêve de Nelson Mandela et assumer le poids de l'histoire. À 2h30 au nord-ouest du Cap, St. Helena Bay. Ici, le vent balaie la côte atlantique, mais se heurte à Cobus Viseux, son 1,98 m et ses 130 kg. Bienvenue sur la côte ouest de l'Afrique du Sud. L'ancien deuxième ligne était l'un des leaders de l'équipe championne du monde de 95. On s'entraînait au Cap à Silvermine et Nelson Mandela est arrivé en hélicoptère. Il en est descendu, nous on était en plein entraînement, il est venu vers nous. D'abord il s'est excusé de nous interrompre. Il voulait nous dire que lui et tout le pays étaient derrière les Springboks et à quel point c'était important pour nous, pas seulement de bien faire, mais d'essayer de gagner la Coupe du Monde. C'était beaucoup de pression pour vous. Bien sûr que oui, il y a toujours de la pression. Quand vous jouez pour votre pays en Coupe du Monde, vous avez toujours la pression. Les gens ne prennent pas ça à la légère, surtout en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. Les gens n'acceptent pas que vous perdiez. Vous devez tout le temps gagner parce que le rugby est une religion. Le pouvoir a-t-il été jusqu'à demander aux Springboks de gagner par tous les moyens? Les responsables de l'époque ne sont plus là pour le dire. François Pinard était le capitaine emblématique de cette équipe. Dans son autobiographie, il reconnaît la prise systématique de pilules avant les matchs. On était des amateurs, on s'entraînait très dur.
Donc ce que j'ai écrit dans mon livre, c'était la réalité. Mais il n'y avait rien d'illégal. Tout était légal. Donc pour répondre aux polémiques, c'était des vitamines. Oui, c'était des vitamines. Mais plus tard, ces vitamines sont devenues interdites. Alors on a tout arrêté. Si vous regardez comment ce sport a évolué de nos jours, vous ne pouvez même plus prendre de caféine, parce qu'il y a certains produits dedans. Encore une fois, on était amateurs. Quand on est devenu pro, on a tout arrêté. Quand François parle de pilules, ce n'est rien de plus que des vitamines B12 ou ce genre de choses. Mais comment vous pouviez en être sûr? Tout simplement parce que je n'ai jamais été contrôlé positif. Ça ne pouvait être rien d'autre. On restait dans les limites, on prenait des piqûres B12, des trucs pour les blessures. On était souvent contrôlés, mais aucun d'entre nous n'a été positif. Jamais contrôlé positif. L'argument est éculé. À l'époque, les contrôles sont beaucoup moins efficaces. La lutte antidopage, très loin de ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a une culture particulière ici en Afrique du Sud. Si le médecin vous dit de faire ça, vous ne posez pas de questions. C'est un adulte, un médecin, c'est culturel. L'interview terminée, le patron de l'agence antidopage nous fait une confidence. Franchement, je n'en reviens pas que Cobus Wiese et François Piénard vous aient dit qu'ils faisaient des piqûres. Des injections de vitamine B12. 30 joueurs avec la même carence. Improbable. Selon les spécialistes du dopage, les cures de B12 accompagnent la prise d'EPO pour en accentuer les effets. En 1995, cette hormone n'est pas encore détectable. Les Springboks ont-ils suivi ce protocole? Benny Notch a partagé la préparation de la Coupe du Monde avec les Boks. Trop jeune, il n'est pas sélectionné pour la compétition. Ils appelaient ça des B12, une vitamine qui vous booste. J'en ai pris les 5 dernières années de ma carrière. On en prenait le jeudi ou le samedi matin. Si le médecin me disait que c'était de la vitamine B12, je le croyais parce qu'il le savait bien mieux que moi. Quelques mois après la Coupe du Monde, Notch prend des stéroïdes pour revenir plus vite de blessure. Contrôlé positif, il est suspendu 2 ans. En vieillissant, je me suis dit que pour ma santé, j'avais été stupide de faire ça. Et je pense que ceux qui ont pris des produits pendant longtemps ont pris un vrai risque. Grey College, Bloemfontein. Nos adversaires doivent avoir perdu avant d'entrer sur le terrain, parce qu'ils savent qu'ils jouent contre Grey College. C'est une chose de gagner un match, c'en est une autre de rentrer dans l'histoire. Ici, le rugby est une affaire de tradition. Au mur, les noms des 44 Springboks formés dans cette institution depuis 1891. Ces espoirs ont entre 15 et 17 ans. Ils pèsent de 90 à 120 kilos. Ils ont déjà un agent et seront pros à la fin de la saison. La pression, l'attente sont tellement fortes que le dopage commence ici, dès le collège. Stéroïdes, anabolisants. L'an dernier, sur 10 contrôles positifs dans le rugby sud-africain, 4 concernaient des mineurs, comme ces baby box. Je connais des joueurs qui ont pris des stéroïdes et ils n'auraient pas dû. Heureusement, il y a de plus en plus de contrôles dès le collège et beaucoup de mes amis ont été positifs. Ça a été un choc pour moi parce que je n'aurais jamais imaginé qu'ils puissent prendre ce genre de trucs. Zane Botha fait partie de ces joueurs qui ont sauté le pas. L'an dernier, le capitaine de l'université de Pretoria est contrôlé positif aux stéroïdes. Il n'a pas souhaité répondre devant notre caméra. Nous l'avons donc joint au téléphone. Bonjour Zane. J'ai lu dans une interview que vous étiez dopé avec des stéroïdes. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'étais sous contrat avec le club des Bulls. Et ils m'ont dit qu'ils ne voulaient plus me garder parce que je n'étais pas assez costaud pour jouer au niveau supérieur, en Super 15. J'ai donc fait le choix de prendre des stéroïdes pour devenir plus massif et plus fort, pour rejouer chez les pros avec les Bulls. Retour dans les quartiers populaires de Johannesburg, où se dresse l'Ellis Park Stadium.
C'est ici que Joel Stransky, le demi d'ouverture des box, a inscrit le drop qui nous a permis de gagner la Coupe du Monde dans les prolongations. Johan Ackermann a joué 15 matchs avec les Springboks. Malgré un contrôle positif à la Nandrolone, il est devenu l'entraîneur de l'un des plus grands clubs du pays. La tentation du dopage dès le plus jeune âge, voilà ce qu'il en dit lors de cette conversation, filmée à son insu. Les parents, les entraîneurs, ils disent « Tu dois peser 100 kilos, tu n'en fais que 90. Allez, alors, le gamin va voir un gars plus costaud et lui demande « Qu'est-ce que je dois faire pour faire 100 kilos ?» T'inquiète pas, mec, on va te donner des trucs. Et ils prennent quoi, des stéroïdes? Ouais, je pense. Comment les gamins sont-ils aussi costauds aujourd'hui? Ils ont quel âge? 15, 16, 17 ans. Transmettre malgré tout. Depuis son entrée au Grey College, le fils d'André Venter est nourri au rugby. La salle de remise de diplôme, c'est un siècle de sueur et d'histoire. Pour ces gamins de 12 ans, les box restent le modèle à suivre. Mon rêve, c'est de jouer la Coupe du Monde et la gagner, à la maison, en Afrique du Sud. Comme en 95? Oui, comme en 95. Connaîtra-t-on un jour l'origine de ces maladies qui touchent les Springboks? Chaque matin, André Venter stimule les muscles de ses jambes. Il espère remarcher un jour. Jos van der Verstuyzen et Tainus Linné n'ont plus que 2 ou 3 ans à vivre. Est-ce qu'il a peur de mourir? Non, il n'a pas peur. J'ai peur, mais pas lui. Est-ce que vous avez peur de mourir? No. Everyone is gonna die someday. I'm sad. I'm happy. De ce numéro 9 de légende porté par Jos van der Verstuyzen et de ce jour béni de 95, que restera-t-il? Une équipe de rugby qui a porté les valeurs d'un homme et uni tout un peuple. Des joueurs qui, près de 20 ans après, restent les héros de la nation arc-en-ciel, malgré la maladie, les doutes et la suspicion.